Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 25 avril. À quelques heures seulement de grands enjeux électoraux, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, lance un message aux grands électeurs en marge des élections de sénateurs et des gouverneurs. À l'international, au Togo, une réforme fiscale fait parler d'elle, la taxe foncière. Les propriétaires des immeubles doivent s'acquitter de cette taxe conformément au Code général des impôts. Bonsoir à tous. À 4 jours des grands enjeux électoraux, Denis Kadima sensibilise les grands électeurs, c'est-à-dire les députés provinciaux qui doivent élire les sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Le président de la Commission électorale nationale indépendante exhorte les députés provinciaux à voter en toute tranquillité et en toute transparence, de manière à répondre aux attentes de la population qui fonde ses espoirs sur les nouveaux dirigeants. Les élections des sénateurs et des gouverneurs est prévue pour lundi 29 avril. La campagne électorale, elle, a été lancée ce jeudi et ira jusqu'à samedi. L'identification des Congolais devrait débuter le 1er mai prochain. C'est Stanislas Kienza, directeur général de l'Office national de l'identification des populations ONIP, qui a fait cette annonce. En attendant ce grand rendez-vous, l'ONIP a lancé la formation des techniciens qui devront s'atteler à l'enregistrement des masses populaires. Cela a été sous la supervision du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Je vous propose de suivre le directeur général de l'ONIP qui donne les détails des opérations à venir. Suivez. Aujourd'hui, nous commençons l'identification et l'armée des cartes pour les personnalités ciblées, notamment les ministres ou choses comme ça. Ils sont identifiés en même temps qu'ils reçoivent des cartes. L'identification des masses va commencer à partir du 1er. Dans les 4 communes pilotes, notamment Bandalongwa, que vous appelez Bandal, Limete, Lingwala ainsi qu'Ensele. Plus tard, on va aller dans d'autres 4 communes, 8 communes, et plus tard, les 14 communes, pour terminer Kinshasa et envisager à l'intérieur, pour lesquels nous sommes en train de nous préparer. Que notre population soit patiente. Le travail va se faire. Vous êtes le 4e pouvoir, c'est vous qui devez sensibiliser notre population. Qu'elle ne suive pas les tapages de vieille gloire. Que notre population ne suive pas les tracteurs. Non. Il n'y a pas de détournement. L'ONIP, parce que l'ONIP n'a pas encore reçu l'argent. Et il n'y a rien. S'il y a à faire, c'est le travail qui se fait. On forme les gens à manipuler les machines qui ont été amenées par le partenaire, en même temps à savoir ce qu'ils vont faire lorsqu'ils seront placés dans le bureau, dans leur centre, les tâches auxquelles ils sont appelés à faire. Sur l'administration, sur la technique, notamment la manipulation des machines, sur quoi encore les kits, tout ce l'accueil des requérants. Oui, mais ça c'est dans l'administration qui vient, il est qui et tout ça, et on y va jusqu'à la mise de la carte. Après la formation, c'est l'identification proprement dite et la remise de la carte. Je vous dis, ceux qui sont formés aujourd'hui seront sur les machines pour identifier les Congolais, remettre la carte aux Congolais.
Encore une information en bref dans ce journal. Fin de la mission de casque bleu du contingent pakistanais de la MONUSCO en RDC ce jeudi à Kavumu. Nous sommes là au sud Kivu où ils étaient déployés depuis 2003. Conduite par l'ambassadeur de l'Allemagne en République, une délégation importante de la Cour pénale internationale et de bailleurs de fonds au profit des victimes de guerre séjourne en Ituri. Ce séjour s'inscrit dans le cadre de la réparation de dommages subis par les victimes de l'ancien seigneur de guerre Germain Katanga, qui avait fait plus de 300 victimes dans l'attaque du village Bogoro le 24 février 2003. Cette réparation vise l'amélioration des conditions de vie des personnes affectées par le drame dans cette partie du pays. Je vous propose ce reportage de la presse militaire de la province de l'Ituri. C'est la réconciliation, deux approches non militaires utilisées couramment par l'administration militaire de l'Ituri. Cette méthodologie porte déjà ses fruits au bénéfice de la population iturienne. Plus ou moins 300 victimes des crimes dans l'affaire Germain Katanga bénéficient d'un fonds de réparation après la sentence de la CPI. La nouvelle est tombée mardi 23 avril à Bunia. Nous sommes ici parce qu'il y avait une affaire, de 5 affaires que c'était enquêté à la Cour pénale internationale. C'est le juge qui avait donné la sentence de réparation pour des victimes dans l'affaire de Katanga. Selon le représentant du bailleur des fonds au profit des victimes, dont l'affaire Germain Katanga, commis le 24 février 2003 à Bogoro, les montants alloués pour cette réparation s'élèvent à $1 million américains. Le gouvernement congolais, représenté par le professeur Taylor Lubanga, chargé du suivi de la coopération avec la CPI, a salué cet appui pertinent de la CPI. Cependant, il invite la communauté internationale à s'impliquer davantage pour arrêter l'hémorragie infernale de violences armées dont est victime le pays de Lumumba. Il faut aussi émerger sur un système, un paradigme préventif susceptible d'arrêter la guerre, d'arrêter les massacres. Parce que les massacres ne sont pas que les massacres nationaux, il y a aussi des massacres internationaux, comme ceux de l'agression contre le Rwanda. Et l'État congolais n'a qu'un discours aujourd'hui, l'aide à l'arrêt de la guerre. Pour le lieutenant général Luboya Kashamadjouni, commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri, cette action de la justice est un signal fort pour dire qu'aucun crime commis en Ituri ne restera impuni. C'est vraiment un signal pour que tous ces criminels-là, chaque fois nous avons toujours un message pour eux, c'est que nous restons focalisés à la punition. Et la punition, ça signifie ces deux choses. C'est soit judiciaire, et si ce n'est pas judiciaire, ce sera militaire, donc ça sera la neutralisation. Notons que cette réparation va aider les victimes à reconstruire leur domicile, payer la scolarité de leurs enfants, booster l'économie et par ricochet réparer les drames commis dans leurs entités en vue de répartir sur de nouvelles bases de paix telles que prônées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En économie, plus précisément dans le secteur extractif, le directeur général de la Congolaise de l'exploitation minière, Cominière en sigle, Célestin Kibéa, a procédé à la coupure du ruban symbolique pour le démarrage des activités de relance pour la production de la cassitérite. C'était au siège local de son entreprise après des réunions marathon avec le comité local de sécurité. Et tout s'est passé à Mitwaba, territoire situé à plus de 125 km de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. C'était en présence des autorités politico-administratives, des chefs coutumiers et membres des forces vives de Mitwaba. Place à présent à l'Info Éco. Toutes les semaines, l'Info Éco vous permet de passer en revue l'actualité des marchés et des commodités afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières et aussi agricoles. Jojo Moulamba est sur ce plateau pour nous faire le point sur l'évolution des cours des matières premières. Bonsoir Jojo Moulamba. Bonsoir Patrick Ilunga. On va déjà commencer avec cette première info. Le pétrole se situe actuellement à $88 le baril.
Oui, Patrick Ilunga, c'est depuis le 18 avril 2024 que le cours du pétrole a reculé de 2,68% en rythme hebdomadaire, se situant à 88,04 dollars américains le baril, entraîné par des signes de retenue d'Israël dans sa réponse à l'attaque iranienne, ainsi que par un nouveau bond inattendu de stocks américains de brut. En effet, le rapport de l'agence américaine d'information sur l'énergie a fait état d'une quatrième hausse hebdomadaire d'affilée des stocks de brut aux États-Unis. Ceux-ci ont grimpé de près de 15 millions de barils en un mois. Et par rapport à fin décembre 2023, le prix du baril a augmenté de 13,006%. En glissement annuel, il a augmenté de 11,34%. Et dans le secteur extractif, le cuivre et le cobalt connaissent une légère hausse pendant que l'or connaît une légère baisse. Oui, les prix du cuivre s'établissent actuellement à 9 dollars américains la tonne, enregistrant une hausse de 2,33% portée essentiellement par l'affaiblissement du dollar américain. En effet, le prix du cuivre étant libellé en dollars américains, cette dépréciation rend le cuivre moins cher pour les détenteurs d'autres monnaies, tirant de ces faits le prix à la hausse. Rapproché au 31 décembre 2023, le cours du cuivre affiche une hausse de 14,99%, pratiquement la même hausse que sur le 12 derniers mois. On a parlé aussi, il y a aussi également le cobalt dont le cours a connu une hausse de 0,09% d'une semaine à l'autre, se situant à 28 150 dollars américains. En glissement annuel, le cours de ces métals a reculé des 17,89%. Le cours de l'or, puisque toute la semaine passée, l'or était en baisse, en hausse, mais on constate que cette semaine, il est en baisse. Le cours de l'or s'est situé à 10 375,30 dollars américains l'once, soit une baisse hebdomadaire de 1,69%. Il s'y est de rappeler qu'en 2024, le prix de l'or a atteint des niveaux records en raison principalement des tensions géopolitiques dans plusieurs régions du monde et de la forte demande d'or exprimée par le Banque centrale. Rapproché à ces niveaux d'avril et décembre 2023, le prix de l'once d'or a augmenté de 19,48% et 14,73% respectivement. Dans le secteur agricole, parlons des céréales telles que le riz et le maïs qui connaissent une légère hausse. Oui, Patrick Ilunga, les prix de la tonne du riz et du maïs sur le marché de Chicago ont enregistré de hausses respectives de 17,39% et 0,52%, se situant à 2436 dollars américains et 157,94 dollars américains sur fond de conditions météorologiques caractérisées par la sécheresse d'une part et la dépréciation du dollar américain d'autre part. Sur les 12 derniers mois, le cours du riz affiche une hausse de 13,37% et alors que celui du maïs a baissé de 26,24%. Oui, allez-y. Voilà, nous allons boucler avec le taux de change, notamment le franc congolais qui connaît une légère dépréciation de 0,58% à l'indicatif. Oui, depuis le 19 avril 2024, le franc congolais s'est déprécié de 0,58% à l'indicatif en rythme hebdomadaire, situant le taux à 2790,46 francs congolais les dollars américains. Par contre, au parallèle, le taux s'est établi à 2781 francs congolais, enregistrant une appréciation hebdomadaire de 0,16%. Comparé à fin décembre 2023, il s'observe une dépréciation de 4,42% à l'indicatif et 3,42%
Au parallèle, dans les grandes villes de province, le taux d'échange moyen s'est situé à 2784 francs congolais, soit un taux de dépréciation hebdomadaire de 0,07%. Par ailleurs, au 17 avril 2024, l'exécution du budget en devise s'est soldée par un excédent mensuel de 55,12 millions de dollars américains, résultant de recettes de 203,61 millions et des dépenses de 148,49 millions de dollars américains. C'était l'info éco avec Jojo Moulamba. Merci Jojo. Ok, merci Patrick Lunga. L'économie, on y est encore. De nombreux Quinois se lancent dans l'élevage de porcs dont la viande est très prisée dans la capitale. Ces éleveurs, pour maximiser leurs recettes, doivent cependant surmonter deux obstacles majeurs, à savoir l'alimentation et les maladies qui affectent ces animaux. Plus de détails dans ce reportage signé Francine Moukeba et Aîné Kabamba. Kinshasa, on retrouve de plus en plus dans des parcelles de maisonnettes qui ne sont ni des niches pour champs, ni des étables pour chèvres, mais des porcheries. De nombreux Quinois sont devenus éleveurs de porcs dont la viande est de plus en plus consommée, autant dans les ménages que des débits de boissons appelés Nganda. Un des fermiers rencontrés dans la commune de Kalamou au quartier Kimbango 1 soutient que l'élever de porc est un travail de longue haleine mais très bénéfique. Bon, on a éleveur et Bangoulou. Ça a déjà 5 ans. Ils ont un bénéfice. Bon, témoignage en groupe, ça. Papa Belaka qui est dans l'hôpital. Bon, on fout à peine à partir des alaratés. Tout ça, des ngoulou, tout est garant des serveurs, tout fout à nous. Il faut dans la classe, pour ici, ça a sa classe. Les coûts excessifs des aliments et l'apparition de certaines maladies touchant principalement le porc sont là deux obstacles qui ont des répercussions négatives sur l'élevage porcin selon l'ingénieur Blanchet. Difficulté que nous avons rencontrées dans ce là, c'est que balma na bango. Balma na bango comme chez Makasi par rapport à Nengezalaki. À part ça, difficulté grave de coûter en ango, au cause de bango les belés, mais ceux qui pèsent les côtes, au perdre bango facilement. Cet ingénieur invite le gouvernement à mettre en place un programme d'urgence susceptible d'appuyer les éleveurs à dynamiser dans la mesure du possible la production porcine locale. Il faut dire que l'élevage des porcs est l'un des faits d'élevage conventionnel le plus pratiqué en République démocratique du Congo. Il constitue une source de revenus d'avant-plan pour un bon nombre de ménages congolais tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Autre chose à présent, le paludisme, une maladie très mortelle mais qui est parfois négligée. Cette pathologie affecte des communautés entières chaque jour. Alors que le monde célèbre aujourd'hui la journée consacrée à la lutte contre ce mal, une réflexion est faite sur l'éventualité d'un vaccin contre cette maladie. Au-delà de tout, comment faire pour mieux se prémunir de cette affection? Tentative de réponse dans ce commentaire signé Rosie Chiyoyo. Le paludisme demeure un problème majeur de santé en République démocratique du Congo avec 97% de la population exposée au paludisme endémique. En 2023, 27 657 762 des cas du paludisme et 24 344 des décès dus à cette maladie sont survenus en RDC. Et le pays a comptabilisé 53,1% de cas du paludisme en Afrique centrale la même année. D'après les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, 300 millions de personnes sont atteintes du paludisme et 3000 personnes par jour meurent en Afrique subsaharienne. Les taux de mortalité dus au paludisme est d'au moins 85% en Afrique, de 8% en Asie sud-est, de 5% dans l'est de la Méditerranée et d'1% dans l'ouest du Pacifique. Le paludisme est une maladie très dangereuse. On peut néanmoins se prémunir de cette pathologie infectieuse. Le docteur Jérémy Pouty explique. Le paludisme, c'est une maladie parasitaire qui est causée par les plasmodiums. Et le plasmodium, nous en avons de 5 espèces. Les 5 espèces de plasmodium causent le paludisme et nous avons ces plasmodiums à la suite d'une piqûre par l'insecte que nous appelons les moustiques de l'espèce Anophèle.
On peut prévenir le paludisme tout simplement en cherchant comment ne pas se piquer par des moustiques du genre Anophèle et aussi éviter de prendre une transfusion contenant le plasmodium dans ce sang-là. Donc, c'est-à-dire il y a le sang qu'on peut transfuser quelqu'un et ce sang-là contient du plasmodium. C'est pourquoi la surveillance transfusionnelle voudrait toujours qu'avant de donner du sang à quelqu'un, on doit tester ce sang-là. Et parmi les tests qu'on fait, en dehors du VIH et les autres, il y a aussi la goutte épaisse qu'on fait pour voir s'il n'y a pas la présence du plasmodium à l'intérieur de ce sang-là. La plupart des anophèles qui transmettent le paludisme, ils circulent encore pendant les heures que nous sommes éveillés, c'est-à-dire ils cherchent un repas sucré, ils sont dans les fruits et ils piquent habituellement autour de 23h jusqu'à 2h du matin. C'est à ce moment-là que les anophèles viennent piquer. C'est pourquoi dans la moustiquaire, un brin d'insecticide est vraiment importante pour nous protéger contre les piqûres des anophèles. Les conséquences pour le paludisme mal soigné, c'est que parfois on risque de ne pas avoir une molécule à donner contre la malaria. Puisque quand vous prenez des molécules de manière abusive et que vous ne prenez pas des doses correctes, le paludisme sera mal soigné et en ce moment-là, vous aurez la difficulté même à la longue de pouvoir traiter cette malaria-là, ce paludisme, puisque votre corps pourra développer la résistance face aux molécules que vous aviez mal pris. C'est pourquoi il est recommandé que lorsque vous êtes malade et que vous avez soit le paludisme, de se diriger à un hôpital où il y a des personnels qualifiés qui pourront vous prescrire les médicaments à des doses correctes afin que vous soyez très bien pris en charge. À l'instar de grandes maladies qui ont ravagé l'humanité, la malaria est fortement fatale. Mais actuellement, le monde de la médecine est en train de mettre en place un vaccin contre cette maladie infectieuse afin de s'en immuniser. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale. La Zambie, qui avait déjà conclu un programme d'aide de 1,3 milliard de dollars avec l'institution financière multilatérale, le FMI, fin 2022, subit une grave vague de sécheresse qui a anéanti les récoltes et asséché les barrages essentiels à la production de l'électricité. Pour faire face à cette situation, le pays a sollicité un financement supplémentaire auprès de l'institution. C'est un reportage de nos confrères d'Africa 24. La Zambie, tout comme le Malawi ou le Zimbabwe, fait face à une sécheresse aiguë depuis 2023. Selon UNICEF, 9 millions de personnes au Malawi et plus de 6 millions en Zambie ont besoin d'aide pour faire face à cette situation. À cet effet, le Fonds monétaire international est en discussion avec la Zambie sur un financement supplémentaire destiné à aider ce pays d'Afrique australe qui subit l'un des pires épisodes de sécheresse de son histoire. Et nous discutons activement avec le gouvernement zambien pour voir comment nous pouvons l'aider, y compris par l'option d'un financement supplémentaire. Nous examinerons bien sûr favorablement toutes les demandes qu'ils formuleront. La Zambie a été le premier pays africain à faire défaut sur le paiement de sa dette en 2020. Elle a conclu fin 2022 un programme d'aide de 1,3 milliard de dollars avec le FMI. Le pays vient d'achever un processus de restructuration de sa dette d'une lenteur éprouvante face à une grave vague de sécheresse qui touche une grande partie du pays, détruisant les récoltes et les assèchements des barrages essentiels à la production de l'électricité. Ainsi, le président zambien Hakainde Hichilema a lancé un appel à l'aide assurant que son pays avait besoin d'une assistance vitale de plus de 900 millions de dollars. Le secteur agricole est dévasté, récolte et pâturage étant affectés. Mais le pays qui a déclaré en février l'état de catastrophe nationale n'a que 51 des 940 millions nécessaires pour y faire face. C'est avec le cœur lourd, au nom de notre gouvernement et du peuple zambien, que nous appelons par la présente la communauté internationale, nos partenaires dans le pays, le secteur privé, l'Église et les organisations de la société civile à soutenir financièrement et matériellement notre plan.
La Zambie connaît des conditions de sécheresse dans 84 de ses 116 districts. La saison des pluies s'étend habituellement d'octobre à mars, mais s'est arrêtée à la fin du mois de janvier 2024. Les récoltes des fermes entièrement ensemencées ont été détruites par la sécheresse. Depuis le 1er janvier de cette année, les propriétaires d'immeubles d'habitation secondaire au Togo sont tenus de s'acquitter de la taxe foncière sur les propriétés bâties, conformément au Code général des impôts en vigueur. S'élevant à 15%, cette obligation fiscale souligne l'importance pour les propriétaires d'immeubles d'habitation secondaire de se conformer aux dispositions légales en matière d'impôts fonciers. Suivez. Au Togo, les propriétaires d'immeubles d'habitation secondaire sont désormais tenus de s'acquitter de la taxe foncière sur les propriétés bâties TFPB, selon le Code général des impôts applicable en 2024. En vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette obligation a été rappelée par l'Office togolais des recettes OTR à travers une note officielle. Ça ressemble à un racket parce que quand la population est pauvre et on veut chaque fois lui imposer des taxes sur taxes, etc., finalement, ça devient révoltant parce que les gens estiment qu'on les raquette puisque leur niveau de vie est très bas, les salaires sont très bas et il y a l'inflation et les salaires, on y touche peut-être une fois tous les 15 ans, tous les 20 ans. Exonérées de taxes jusqu'à fin 2023, les maisons d'habitation secondaires au Togo sont dorénavant assujetties à cette taxe foncière, quelle que soit la valeur locative et indépendamment de l'identité des occupants ou de leur lien de filiation avec le propriétaire. Il s'agit en effet d'un impôt local prélevé sur les propriétés immobilières correspondant à 15% du revenu net cadastral, qui représente la valeur locative annuelle moins 50%. Mais le problème, c'est que la majorité de la population habite dans ces maisons secondaires, si vous voulez. Souvent, le propriétaire n'y habite pas. Parfois, oui. Et là, c'est encore plus compliqué parce que nous sommes en saison de pluie en ce moment. La plupart des toits de tôle sont percés. Il y a de l'eau partout. Beaucoup de propriétaires n'arrivent pas à renouveler les toitures. Donc, il y a beaucoup de problèmes parce que l'État veut des ressources financières parce que le pays est mal géré. Comme il n'y a pas d'industrialisation, on compte sur des bouts de ficelle pour pouvoir boucher les trous. L'objectif d'une telle mesure, selon les autorités, est de renforcer la collecte des impôts tout en assurant une meilleure gestion des ressources financières pour le développement du pays. L'OTR est ainsi tenu de fournir les directives aux contribuables sur les modalités de paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur toute autre exigence administrative. Une autre façon de vous informer, c'est à travers les journaux parus ce jeudi à Kinshasa, place à la revue de presse. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette revue de presse. Ouvrons cette tranche avec les finances publiques, restituant la participation de la RDC aux assemblées de prêtants, FMI, Banque mondiale. Nicolas Kazadi, le pays évolue dans la bonne direction, mais le chemin est encore long, écrit le journal Forum des As en sa manchette. Devant la presse, l'Argentin national explique que le voyage de Washington effectué à la veille du début de la 6e et dernière revue du programme triennal mis en œuvre avec les partenaires du Fonds monétaire international avait un sens particulier dans l'objectif vital de remettre le pays sur les rails, particulièrement sur le plan de la gestion financière, de la gestion. De la société CEP Congo adressée aux directeurs généraux des sociétés commerciales de carburant, entreprise dit être en cessation de paiement. Ses principaux clients, stations d'essence, peinent à s'acquitter des manques à gagner attendus du gouvernement. Face à cette situation, les stations ne seront plus fournies la nuit et le week-end par incapacité de payer les heures supplémentaires, renseigne la correspondance.
Toujours dans le journal, la RDC malade de la géopolitique. 3 des 4 zones linguistiques du pays étant servies au niveau des institutions, le lingalaphone réclame leur part. C'est ce qui occupe avec instance les conversations dans les salons de la ville haute, poursuit le journal. En effet, avec ses 2 345 000 km² de superficie, la RDC a tout d'un mini-continent qui a 26 provinces, 145 territoires, 450 dialectes et 4 zones linguistiques, le Lingala, le Kikongo, le Chiluba et le Swahili. C'est la fin de cette revue de presse. Restez branchés pour la suite de votre programme. Et c'est par cette revue de presse signée Edouard Funda que nous mettons un point final à ce journal. Mais avant de le boucler complètement, je vous en rappelle ces 2 principaux titres. À quelques heures seulement, 2 grands enjeux électoraux. Le président de la Commission électorale nationale indépendante lance un message aux grands électeurs en marge des élections des sénateurs et des gouverneurs. Et puis, à l'international, vous l'avez suivi, au Togo, une réforme fiscale fait parler d'elle. La taxe foncière, les propriétaires des immeubles doivent s'acquitter de cette taxe conformément au Code général des impôts. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.